Hey, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle parole de diète. Vous m'avez sur les vidéos précédentes et aussi beaucoup sur Instagram proposé des nouveaux mythes à étudier. D'ailleurs, ceux qui ne me suivent pas sur Instagram et sur Facebook, sachez que je propose très régulièrement des petits sondages, des petites questions pour savoir ce qui vous intéresserait, ce que vous aimeriez voir. Donc, venez me suivre pour me proposer vos idées. Et oui, messieurs, dames. Et donc, parmi vos propositions, il y en a une qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'alimentation et de ménopause. Ah non, messieurs, vous restez là, hein. Oui, parce que en fait, vous vieillissez aussi et l'andropause va vous rattraper, donc ça vous concerne aussi, hein. Donc, ah si, je vous jure, oui. Donc vous restez là. Avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, ce serait peut-être bien de caser quelques définitions sur les mots ménopause et andropause. Non, parce qu'on sait que c'est un truc qui se produit quand on avance un petit peu dans l'âge, que ça peut provoquer quelques petits symptômes un petit peu incommodants quand même, mais on n'en sait pas beaucoup plus. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, définit la ménopause comme étant l'arrêt permanent des menstruations résultant d'une perte de l'activité folliculaire ovarienne. What? En plus français, c'est l'arrêt définitif des règles chez les femmes suite à l'épuisement du stock d'ovules. Voilà. La ménopause, elle rend donc infertile. Vous pouvez plus avoir de bébé après. Elle est officielle après 12 mois consécutifs sans règles et survient en général vers la cinquantaine. Ouais, je sais les filles, je sais. La cinquantaine, c'est un petit peu compliqué, hein. Les gosses quittent le nid, t'es ménopausée mais t'es pas encore à la retraite, c'est carrément le bazar, je sais, c'est pas facile. Bon, et vous messieurs alors? L'andropause, elle se définit par un déficit en hormones sexuelles qui stimule et contrôle les caractères sexuels chez les hommes, c'est-à-dire la pomme d'Adam, la voix grave, la pilosité et tout plein de bonnes choses que vous connaissez sans doute mieux que moi. Et elle se manifeste en général aux alentours de 45 ans. À la différence des femmes, l'andropause ne rend pas forcément infertile. Et en plus, toutes les femmes, sans exception, seront toutes concernées par la ménopause, alors que l'andropause, ça concerne, allez, 20, peut-être grand maximum 25% des hommes. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, c'est bien sympa, mais c'est quoi le rapport avec l'alimentation? Ces deux phénomènes que sont l'andropause et la ménopause sont associés à toute une panoplie de symptômes comme bouffée de chaleur, ostéoporose, prise de poids, irritabilité, une sacrée liste qu'on va pas prendre le temps d'énumérer, hein, parce que sinon on est là pour 2-3 jours, je pense. Je sais bien qu'on est confiné, mais quand même quoi. Bref, sur internet on voit beaucoup le régime idéal spécial andropause, ménopause, ou encore quoi manger pour éviter l'andropause. J'ai donc choisi 3 mythes sympas qu'on va gentiment détruire. Pour un certain nombre de personnes, l'andropause ou la ménopause s'accompagne d'une prise de poids de en moyenne 3 à 5 kg. Alors là du coup, les régimes fleurissent à foison sur internet et ceux qui me suivent sur Instagram ou sur Facebook savent très bien que je suis une anti-régime. Alors forcément, quand je lis par exemple sur Santé Magazine qu'il faut rester vigilant sur les kilos, surveiller sa silhouette, conserver son énergie quand même, manger du poisson 2 fois par semaine, limiter les viandes très cuites, réduire le sel, mais attention, craquer, c'est permis. Ça a tendance à m'énerver un petit peu, beaucoup quand même. On peut s'offrir 2 carrés de chocolat par jour à 70%, mais pas moins, hein, attention. Si tu prends du chocolat au lait, c'est sûr tu vas développer une maladie cardiaque et prendre 10 kilos, tu vas rien comprendre. Entre le côté vigilance, entre le côté il faut réduire ceci, manger cela, pas ça et tout ça, on tombe très vite dans l'hyper-contrôle. Je ne le répéterai donc jamais assez, manger sain c'est manger équilibré la plupart du temps, mais savoir se faire plaisir régulièrement. Bref. Ensuite, sur un autre site internet, j'ai pu aussi lire « Les glucides ne sont pas indispensables le soir, mieux vaut donc les éviter. Mais ferme ta... » Pour des raisons de violence, cette scène a été coupée. La vidéo peut à présent reprendre dans de meilleures conditions. Pourquoi ça m'énerve de lire ça? Eh bien parce qu'à n'importe quel âge, les glucides sont indispensables. Ils sont notre source d'énergie. C'est comme l'essence qu'on met dans une voiture. C'est indispensable. On ne peut pas fonctionner sans. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les sucres simples ou complexes, les glucides, j'en parle dans ma toute première vidéo. Donc je vous mets un lien qui va être par là ou par là, hein, si vous voulez aller voir, pour voir ma première vidéo si ça vous intéresse. Si vous l'avez pas encore vue ou si vous l'avez oublié, mince, faites un effort. Bon, quand même, on enchaîne. Les glucides, qu'ils soient simples ou complexes, apportent de l'énergie à notre corps. Et l'énergie, on en consomme
aussi beaucoup la nuit. Notre cerveau, il fuse toutes les données de la journée, il va les ranger, les classer, mais entre deux, il faut quand même qu'il assure nos fonctions vitales, la respiration, le rythme cardiaque, tout ça. Notre cœur va fonctionner aussi beaucoup la nuit, donc tout ça, ça demande de l'énergie. Mais c'est pas tout. Dans la journée, on apporte à notre corps de l'énergie assez régulièrement à travers les repas. La nuit, par contre, quand on dort, on mange pas, en général, normalement. Donc si le soir, on lui apporte pas beaucoup d'énergie et qu'en plus il en consomme beaucoup la nuit, il va très vite se retrouver à jeun en hypoglycémie. Du coup, se retrouver en hypoglycémie la nuit, ça va avoir des conséquences. On peut avoir une transpiration importante, des cauchemars, un sommeil perturbé et des maux de tête au réveil. Et alors après, à répétition, plusieurs fois tout le temps, ça va avoir des répercussions importantes sur le cerveau. Ça peut aussi perturber votre métabolisme et entraîner une prise de poids. En gros, conclusion, le soir, si jamais c'était dans vos habitudes de manger des glucides et que vous ne le faites plus, je vous invite à reprendre vos habitudes alimentaires de base, à manger des glucides le soir. Bon, du coup, comment c'est-il qu'on fait pour pas prendre de poids cette période-là? Oui, excusez-moi, je suis normande, hein, que voulez-vous, hein? Donc, comment faire pour ne pas prendre 1 gramme à ce moment de notre vie? Trop pompeux? Bon bref, vous avez compris le principe, hein? On enchaîne. Eh bien, pour votre plus grande surprise, il faut manger équilibré et pratiquer une activité physique régulière. Oh, le conseil de ouf, j'y avais pas pensé. Une étude américaine a même réussi à montrer qu'une alimentation pauvre en lipides serait associée à un risque accru de prise de poids chez toutes les femmes, y compris chez les femmes ménopausées. Donc, on arrête de diaboliser les lipides. À la ménopause, les œstrogènes chutent, ce qui va entraîner une modification de l'endroit de stockage des graisses. C'est-à-dire que avant la ménopause, les femmes ont plus tendance à stocker au niveau des fesses et des cuisses. Quand les œstrogènes chutent, on va avoir une répartition de la masse grasse plutôt dite androgène, c'est-à-dire plutôt au niveau du ventre. Avant la ménopause, on a la répartition au niveau des fesses et des cuisses des graisses pour laisser la place au bébé dans le ventre. À la ménopause, les graisses vont plutôt venir s'installer au niveau du ventre pour protéger en cas de chute. Bien sûr, la graisse abdominale en quantité trop importante accroît quand même le risque de maladie cardiovasculaire. À la ménopause et également au moment de l'andropause, même si on en parle beaucoup moins, que c'est un petit peu moins connu, le risque d'ostéoporose grandit. Cette maladie correspond globalement aux os qui s'abîment et qui risquent plus facilement de se casser à mesure que le temps avance. Alors pour la santé osseuse, on mise sur le calcium et la vitamine D, autrement dit les produits laitiers. Alors oui, mais pas que. Déjà premièrement, il faut savoir que tout au long de notre vie, les os, comme tout plein de choses dans notre corps, se détruisent et se reconstruisent. Une sorte de petite mise à jour. Chez les femmes qui ont la cinquantaine, la chute des œstrogènes va provoquer une déminéralisation osseuse. En gros, ils sont plus fragiles. Cette déminéralisation peut être accentuée, peut être aggravée par certains facteurs de risque comme le tabac, le manque d'activité physique et le manque d'apport en calcium, en vitamine D et en protéines. Messieurs, sachez que vous aussi, vos os connaissent cette déminéralisation. Mais une étude a montré qu'une consommation suffisante en protéines animales et en protéines laitières réduisait de 8% le risque de fracture autre que vertébrale. Bah écoutez, messieurs, dames, mangez du poulet et du fromage, hein. Une autre étude, américaine pour le coup, a montré qu'une portion quotidienne de lait, 240 ml chez eux, grosse portion, hein, américaine, diminue également de 8% le risque de fracture chez les hommes comme chez les femmes. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que c'est bien le lait dans son ensemble qui réduit le risque de fracture, pas l'un de ses constituants isolés comme le calcium, la vitamine D ou les protéines qu'il contient. C'est vraiment le lait qui réduit les risques de fracture. Enfin, une dernière étude a comparé le risque de fracture par rapport à 3 différents modes d'alimentation. On a le premier mode dit régime sain, qui va correspondre à la consommation quotidienne de fruits, de légumes, de viande maigre, de poissons et de céréales complètes. Ensuite, on a le mode d'alimentation occidental, qui lui va plus reprendre les viandes rouges, les céréales raffinées, les produits sucrés. Et enfin, dernier mode d'alimentation plutôt riche en produits laitiers. Et cette étude a donc permis de montrer que l'association d'un régime alimentaire dit sain, associé à un régime riche en produits laitiers, donc c'est-à-dire des viandes maigres, du poisson, des fruits, des légumes, des céréales complètes et des produits laitiers, avait un impact bénéfique sur la santé osseuse. En gros, pour résumer un petit peu tout ça, à la cinquantaine, on se fait plaisir sur les produits laitiers, 3 à 4 par jour, les protéines de bonne qualité, 2 portions par jour, en pratiquant une activité physique régulière, 30 minutes par jour.
75% des femmes disent être victimes de ces fichues bouffées de chaleur qui surviennent à peu près n'importe quand et qui sont quand même très inconfortables. Imaginez, t'es là posé tranquille devant ta série Netflix quand d'un seul coup t'as l'impression qu'il fait 40 degrés et que tu sues des gouttes comme ça. Ou alors, tu dors comme ça tranquillement, t'es en plein rêve idyllique avec ton crush de la série que tu regardais tout à l'heure, quand d'un coup t'es réveillé parce que c'est les chutes du Niagara dans ton dos tellement que tu transpires. C'est pas ouf, on est d'accord. Les bouffées de chaleur, comment ça fonctionne? Le mécanisme semble encore assez mal connu, mais on sait néanmoins qu'il s'agit d'un symptôme vasomoteur. Alors qu'est-ce que ça cause un symptôme vasomoteur? La chute des œstrogènes chez les femmes et de la testostérone chez les hommes, ça perturbe un petit peu le cerveau. Ça induit évidemment un déséquilibre hormonal. Ça induit un déséquilibre hormonal qui peut perturber le mécanisme de la régulation de la température du corps, ce qui va induire des troubles vasomoteurs, c'est-à-dire des variations de la circulation sanguine. Donc, puisque le corps déraille et qu'il fait en sorte que vos vaisseaux se dilatent pour réguler la température de votre corps, on va éviter les aliments, oui, vasodilatateurs, autrement dit, ceux qui vont dilater vos vaisseaux. Du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on limite? On va limiter d'une part l'alcool, qui est un puissant vasodilatateur, les boissons énergisantes comme le café, le thé, la Red Bull et tous ces trucs-là, qui accélèrent le rythme cardiaque et qui donc du coup vont dilater les vaisseaux et avec augmentent le risque de bouffée de chaleur. Après, évidemment, tout ce qui est plat épicé qui donne déjà chaud en temps normal, on va forcément les éviter quand on est susceptible aux bouffées de chaleur. Quand on a eu une bonne suée, que ce soit en journée ou la nuit, on pense à bien s'hydrater pour compenser les pertes qu'on a eues. Après, bien sûr, il faut savoir se faire plaisir. Si vous avez l'habitude de prendre un café le matin, prenez quand même votre café le matin, sauf si les bouffées de chaleur deviennent vraiment insupportables et que limiter le café, ça vous aide à en avoir moins. C'est vous qui voyez, c'est pas une science exacte, hein, bien sûr. Finalement, place quand même à la conclusion de ce sujet où on pourrait parler pendant des heures. À la ménopause et à l'andropause, il n'y a pas de régime particulier à suivre. Contrairement à tout ce qu'on peut lire sur de nombreux sites internet. Mangez varié et ce qui vous fait plaisir, en prenant soin de consommer quotidiennement des protéines de bonne qualité, des produits laitiers, pas du 0%, je vous l'ai déjà dit, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. En pratiquant une activité physique régulière, on voit quand même très souvent des mamies faire du yoga à la télé, c'est nickel. Et en adaptant donc du coup son alimentation aux symptômes qu'on présente. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. D'ailleurs, vous a-t-on déjà dit que les loutres se tiennent la patte quand elles dorment? Ça évite qu'elles partent à la dérive et en plus c'est trop mignon. Bien sûr, comme d'habitude, lâchez un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou pour me partager votre série préférée. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. 3 mythes sur l'alimentation tous les 15 jours avec de la bonne humeur. Ça vaut le coup de s'abonner en activant la cloche quand même. Et enfin, vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook pour suivre mes aventures quotidiennes. Allez, ciao!